Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 31e numéro, nous allons parler économie. Absolument Philippe, un numéro spécial et toujours en direct. Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse sur la France de l'après 11 mai. À quoi ressemblera-t-elle? Argent public, dette, reprise économique, quelles seront nos marges de manœuvre? Car pour réussir ces placements, assurément, il faut que le contexte le permette. Pour y répondre, Thomas, nous sommes accompagnés par Bernard Cadot, notre consultant spécialiste en logement. Bonjour Bernard. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et notre invitée, Agnès Verdier-Molinier, directrice de la Fondation IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, créée en 1985 et que vous dirigez depuis 2009. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et le dernier datant de 2018 intitulé « En marche vers l'immobilisme » chez Albin Michel. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Agnès Verdier-Molinier, en 2015, le magazine L'Expansion vous présente comme faisant partie des nouveaux libéraux. C'est quoi le libéralisme en 2020? Est-ce que c'est moins d'État, moins d'investissement dans les services publics au moment même où nous observons collectivement que les hôpitaux, pour exemple, manquent cruellement de matériel et donc de marge de manœuvre financière? Est-ce que cette crise va reposer la question de l'intervention de l'État dans l'économie et dans la marge du pays? Quelle est votre position? La question de la place de l'État dans notre économie, elle se pose toujours. Elle se pose pendant la crise, mais elle se pose aussi avant. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on était bien préparé pour la crise que nous avons à affronter aujourd'hui, à la fois la crise sanitaire et évidemment la crise derrière économique. Sur la crise sanitaire, on ne peut que constater qu'on dépense à peu près la même chose par rapport au PIB en dépenses de santé et pour autant on avait moins de lits de réanimation pour affronter la crise, moins de capacité de tests, etc., etc. Pourquoi? Parce que nous avons un problème de répartition des dépenses de santé entre hôpital et médecine de ville. Le paradoxe, c'est qu'on dépense beaucoup plus pour l'hôpital que les Allemands et que finalement nous avons entraîner tous les flux vers l'hôpital public, les flux de malades, alors qu'une grosse partie d'entre eux devraient être soignés en médecine de ville. Et donc ça a généré des dépenses supplémentaires qui font que derrière on n'a pas pu s'équiper à la hauteur de ce qu'ont fait nos voisins allemands. Donc il faut tirer l'enseignement de cette crise en se disant que le sujet c'est pas le manque de moyens. En fait le sujet c'est la répartition de ces moyens. Nous avons un système beaucoup plus bureaucratique, beaucoup plus administratif, qui a beaucoup plus de dépenses de fonctionnement et c'est ça qu'il faudra savoir ausculter après. Bien sûr là en ce moment on est dans l'urgence avec des hôpitaux qui accueille des malades graves du Covid. C'est pas le moment de se poser ces questions-là en ce moment, mais derrière, il faudra se les poser et de manière, comme disent certains, sans oublier les choses essentielles, c'est-à-dire est-ce que ça marche mieux avec un statut de la fonction publique hospitalière? Pas forcément. Est-ce que ça marche mieux avec un système hyper centralisé comme en France ou alors avec un système plus décentralisé, géré au niveau de la région comme en Allemagne? Il faut peut-être s'inspirer de ce que font nos voisins et se dire qu'on n'a pas forcément le meilleur système de santé au monde, contrairement à ce qu'on croyait. Et heureusement que les soignants sont là pour le maintenir à bout de bras, malgré les problèmes d'organisation. Après, sur la question que vous me posez globalement, évidemment, l'État intervient en ce moment de manière très importante, mais c'est son rôle. C'est son rôle puisque quand vous avez une croissance normale, l'État capte une grosse partie de la croissance aussi par ses impôts, par ses charges. Et si il n'était pas là pour aider les entreprises qu'il taxe à hauteur de 100 milliards de plus que nos voisins allemands en termes de fiscalité qui pèse sur les entreprises, eh bien, on serait dans une situation absolument catastrophique parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grosse partie de la marge, elle est captée beaucoup plus en France par l'État qu'ailleurs.
Agnès Verdet-Meunier, on va y revenir dans un instant, mais moi je voudrais vous poser une autre question. L'économie française s'est contractée de 6% au premier trimestre 2020 d'après la Banque de France. Pire performance depuis 1945. 9 millions de Français sont au chômage partiel, 1 million de plus que la semaine dernière quand on en parlait dans le dernier numéro d'Oser Investir. Le déficit public va s'élever à 9% du produit intérieur brut. La France est entrée en récession à l'heure où nous parlons. Pour exemple, si on prend le secteur du bâtiment, la chute de son activité est évaluée à 80%. Après la récession, c'est normalement la dépression. Croyez-vous que nous allons en arriver à ce niveau ? Pour l'instant, bien malin celui qui est capable de le dire. C'est pas ce que pense visiblement le FMI, qui pense qu'on renouera avec la croissance en 2021. La récession, c'est 2 trimestres de suite, et la dépression, c'est quand ça dure ensuite plusieurs années avec des chiffres qui sont plutôt dans le négatif. On n'espère pas du tout rentrer dans cette spirale, mais pour ne pas rentrer dans cette spirale, il faut arriver à reprendre l'activité économique le plus vite possible. Et c'est vrai que c'est très dur de parler de ça en ce moment, alors qu'on a des morts, alors qu'on est encore confiné. Mais finalement, ce qu'on voit dans les pays qui nous entourent, c'est qu'ils ont déjà commencé le processus de déconfinement de manière plus avancée que nous. Dans beaucoup de pays qui nous entourent, on rouvre les commerces dès demain. Alors les plus petites surfaces, les surfaces de moins de 800 mètres carrés, notamment en Allemagne. Mais on voit aussi que l'industrie, dans beaucoup de pays qui nous entourent, c'est moins arrêté que nous. Donc il faut absolument donner un mot d'ordre clair. C'est le papier que j'ai écrit là dans les Échos, un mot d'ordre clair pour dire voilà ce qui est toujours interdit, les restaurants, l'événementiel, etc. Mais de l'autre côté, tout ce qui n'est pas interdit est réputé autorisé dans la mesure où on est dans des normes sanitaires acceptables, parce que plus on va continuer à confiner et à finalement freiner la reprise des entreprises en n'ayant pas un discours clair, plus notre pays décrochera par rapport à ses homologues. Vous voyez, dans les prévisions du FMI, la France est prévue avec un déficit autour de 9%, l'Allemagne autour de 5,5%. Donc attention. Il ne faut pas qu'on décroche trop par rapport à notre principal partenaire de la zone euro. Agnès Verdet-Meunier, Bernard Cadot a une question pour vous. Bernard. Oui. La question de la dette se pose et se posera encore plus demain. Certains défendent l'idée selon laquelle elle serait devenue impossible à rembourser par les Français et par nombre d'autres pays européens. Que la seule solution serait alors de la convertir en dette perpétuelle sans taux d'intérêt afin d'abattre ce fameux mur de la dette. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est réaliste? Qu'en pensez-vous? Déjà, des taux d'intérêt, on n'en paie pas beaucoup aujourd'hui, parce que les taux sont très très bas, proches de zéro. Alors même si on suppose qu'on va voir augmenter les taux dans les prochaines années, voire d'ici la fin de l'année, mais c'est aussi ce qu'essaye la BCE. Ils essaient de faire en sorte que les taux restent très 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 bas. Ensuite, votre question, c'est un peu l'idée magique qui voudrait qu'on annule plus ou moins la dette, mais c'est quasiment impossible dans la mesure où ça veut dire qu'à un moment, un État dit que il remboursera pas sa dette. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui ont placé leurs économies en obligations d'État. Ça impacterait énormément la signature de la France si on faisait ça, et ça voudrait dire que potentiellement on n'aurait plus besoin de lever d'argent sur les marchés dans les prochaines années, ce qui ne va pas du tout être le cas. Je vous rappelle que hors crise, nous empruntons, et nous avons besoin de refinancement aussi sur des dettes arrivées à échéance. Nous empruntons plus de 200 milliards d'euros sur les marchés, donc hors crise. Et avec la crise, on va dépasser vraisemblablement plus de 200 milliards d'euros, et on va dépasser les 300 largement avec cette crise en 2020. Donc on est dans une situation où il n'y a pas de baguette magique. Même l'idée de la France de passer par des Corona Bonds, c'est-à-dire de mutualiser la dette au niveau européen, est une totale utopie. Et on l'a bien vu, c'est pas passé au niveau des Pays-Bas et de l'Allemagne. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces pays-là ont fait l'effort de rééquilibrer leurs finances publiques, de gérer leurs finances publiques au cordeau, avec l'idée de pas trop dépenser d'argent public.
publiques. Nous, on est au maximum des dépenses publiques. De pas trop taxer, nous, on est au maximum du niveau d'impôt qui existe. Donc, à un moment, il y a aussi une responsabilité à prendre. C'est pour ça que nous proposons à la Fondation IFRAP que en sortie de crise, une fois qu'on aura retrouvé la croissance, mais il faut qu'on ait la réflexion maintenant, qu'on se dise on ne peut pas se retrouver à affronter des crises comme celle-là avec des niveaux autour de 100% de dette par rapport au PIB, c'est trop dangereux pour notre pays et pour notre souveraineté. Donc à un moment, il faut absolument qu'on inclue, comme l'ont fait les Allemands, comme l'ont fait les Suédois, comme l'ont fait les Suisses, un système de frein à l'endettement qui permet de spécifier dans la Constitution que quand on est en période de croissance, on n'a pas de déficit structurel hors charge de la dette. Voilà. Agnès Verdier-Molinier, excusez-moi, Philippe David avait une question pour vous, je crois. On voit avec cette crise, vous avez parlé de souveraineté, on voit le problème qu'on a, on n'a plus de masques en France parce qu'une société qui faisait des masques dans les Côtes d'Armor a été rachetée par un groupe américain qui a délocalisé en Tunisie, et maintenant on propose la nationalisation de Luxfer, le dernier fabricant français de bouteilles d'oxygène. Pour la souveraineté et pour la sécurité en termes de santé des citoyens, est-ce que les nationaliser des entreprises comme ça, est-ce que pour vous c'est un gros mot ? Écoutez, le sujet des nationalisations a été mis sur la table par Bercy. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont dans une situation très 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 difficile. Ensuite, certains pays, comme les États-Unis par exemple pendant la crise précédente, ont nationalisé temporairement pour ensuite se désengager des entreprises quand elles avaient retrouvé un niveau d'activité normal. Mais bon, on peut imaginer que pour des entreprises qui sont dans l'aérien ou dans l'automobile, ce soit assez logique. Se dire que l'État va nationaliser toutes les entreprises de France, c'est autre chose. Attention, l'État n'est pas infini non plus. L'État, c'est nous. L'État, c'est le collectif des ménages et des entreprises françaises finalement. Donc, il y a des choses à faire pour les entreprises. Notamment se poser la question de plus d'annulations d'impôts et de charges. Vraisemblablement, le gouvernement sera obligé de faire beaucoup plus d'annulations que ce qu'il a prévu, beaucoup moins de reports. Après, si on veut retrouver, une production en France, parce que c'est ça que vous me posez en fait comme question. Nous, ça fait des années qu'on alerte sur le fait qu'on a trop d'emplois qui disparaissent dans l'économie productive, et notamment dans l'industrie. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce que nous sommes le pays qui taxe le plus ces entreprises. Et alors, vous me dites, ça a été racheté par un groupe américain et ensuite ça a été délocalisé en Tunisie. La difficulté, c'est que il faut à un moment qu'on soit au clair sur le fait que si on veut produire en France, on peut pas produire à des prix qui, à la fin, sont tellement prohibitifs que aucune entreprise ne peut survivre et ne peut finalement équilibrer ses comptes et générer un minimum de bénéfices pour ensuite investir dans l'avenir. Agnès Verdier-Molinier, pardon. On a juste une dernière question à Bernard Cadot. Comment, Bernard, peut-on soutenir l'activité immobilière à la sortie de crise ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire rapidement derrière, Bernard ? Je crois qu'il y a 5 points principaux. D'abord, un message rassurant vers les petits bailleurs privés qui sont propriétaires de commerce et qui peuvent s'inquiéter parce qu'ils ont des charges et des crédits à rembourser. Ensuite, c'est mettre en place un vaste plan de relance par l'offre. Avant la crise, il manquait des logements, il en manquera encore, avec un angle majeur, parce qu'on en manque beaucoup, c'est le logement locatif résidentiel à prix modéré. Troisièmement, il faut repenser la chaîne de valeur de la production, de l'urbanisme jusqu'aux techniques de construction, en passant bien sûr par la qualité environnementale. Quatrièmement, c'est une reprise à plat totale de la fiscalité du logement. Et enfin, cinquièmement, c'est s'assurer du soutien des banques demain face à la demande des particuliers de crédit immobilier. Agnès Verdier-Molinier, on va arriver au terme de notre émission. En un mot, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que les taxes foncières, entre autres, devraient s'envoler à l'issue de cette crise ? D'abord, les taxes foncières, on pensait qu'elles allaient s'envoler tout simplement parce qu'il y a une suppression de la taxe d'habitation qui n'est pas forcément la meilleure nouvelle pour ceux qui ont investi dans l'immobilier. Donc, oui, il y a un risque. Après, là, il y a de grosses inconnues en ce moment sur tout ce volet-là.
Il faut se dire aussi qu'il va y avoir une chute énorme, en tout cas pour 2020, des droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle abusivement les frais de notaire, mais qui va vraiment chuter d'une manière importante. Donc, il est clair que et comme les collectivités locales vont avoir aussi des impôts payés par les entreprises, notamment la CVAE, qui vont baisser en termes de recettes, il y a un risque aussi que effectivement les taxes foncières augmente de manière importante. C'est là que je pense que Bernard Cadot a raison. Il faut une remise à plat totale de la fiscalité sur l'immobilier. Là aussi, on a la fiscalité la plus lourde d'Europe, avec plus de 67 milliards d'impôts. Il faut peut-être se dire que si on veut que l'immobilier ne plonge pas dans la situation actuelle, peut-être faire des efforts sur les taux de DMTO pour permettre la fluidité des ventes, se poser la question sur la taxe d'habitation, si c'est vraiment la bonne idée de supprimer cette taxe. On aura l'occasion, Agnès Verdier-Molinier, d'en reparler dans un prochain numéro d'Ose Investir. Excusez-moi de vous couper la parole, mais on arrive au terme de l'émission. Merci Bernard Cadot et à vous Agnès Verdier-Molinier d'être passé nous rendre visite ce dimanche matin. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Fondation IFRAP. Ainsi s'achève le 31e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Merci Philippe, donc bon dimanche à tous et je crois que dans un instant c'est Vincent Ferniaud. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.